Pendant le dîner, maman maître passe un mot, fait semblant d'être malade. Par maintenant. Je la regarde, elle hoche la tête. 5 minutes plus tard, quelqu'un s'effondre à table. Le dîner battait son plein. C'était un samedi soir dans le Périgord, l'air était doux, et la magnifique maison en pierre jaune de mon oncle Fabien était remplie de rire. J'entends encore le son. Le tintement des verres de vin rouge de Bergerac, le son mat découvert sur les assiettes en faïence, et la voix de mon père, Julien, qui s'élevait au-dessus du brouhaha. Il racontait une de ses blagues habituelles, une histoire compliquée de perroquets et de gendarmes, celles qui ne sont pas vraiment drôles mais qui font rire tout le monde par pure habitude, par amour pour lui. C'était l'image parfaite d'une réunion de famille française un samedi soir. Chaleureuse, bruyante, un peu arrosée. Mon oncle Fabien, le visage rouge de plaisir et de vin, venait de déboucher la 2e bouteille, un paix charmant qu'il gardait pour les occasions. « La vie est belle », s'exclama-t-il. C'est à ce moment précis que je l'ai senti. Ce ne fut pas un son, mais un frôlement. Un contact furtif sous la nappe en lin épais. J'ai baissé les yeux, surprise. La main de ma mère, Martine, venait de se rétracter. Elle était assise juste en face de moi, de l'autre côté de la grande table en chêne. Elle continuait de sourire à mon père, qui arrivait à la chute de sa blague, comme si de rien n'était. Mais sur mes genoux, sur ma robe d'été, reposait une serviette en papier, grossièrement pliée en 4. Mon cœur a fait un bond, un seul, douloureux. Les rires autour de moi se sont soudainement estompés, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. J'ai déplié la serviette sous la table, mes doigts devenus soudain moites. L'écriture de ma mère. Rapide, nerveuse, presque rageuse, tracée à l'encre bleue d'un stylo bille. 4 mots. 4 mots qui n'avaient aucun sens. Fait semblant d'être malade. Par maintenant. Mon estomac s'est noué si violemment que j'ai eu la nausée. Une blague? Était-ce une sorte de jeu étrange? J'ai relevé la tête d'un coup. Mon père riait, tapant sur l'épaule de son frère. J'ai cherché le regard de ma mère. Son sourire avait disparu. Elle me fixait. Et son regard, ce n'était pas de la panique. Ce n'était pas de la peur. C'était du givre. De l'acier pur. Elle n'a pas bougé, mais elle a imperceptiblement hoché la tête. Une seule fois. L'ordre était clair. Irrévocable. Mon sang s'est glacé. J'avais 22 ans. J'étais étudiante à l'université, je n'étais plus une enfant à qui on dit quoi faire. Mais je connaissais ce regard. Je savais ce qu'il signifiait. J'ai ravalé ma salive. Le goût du vin dans ma bouche est devenu soudainement amer, métallique. J'ai posé ma propre serviette en lin sur la table, à côté de mon assiette à peine touchée. Ça ne va pas, ma puce, a demandé mon oncle Fabien, sa voix joviale me faisant sursauter. J'ai porté la main à mon ventre, forçant mes muscles à se contracter. J'ai forcé ma voix à trembler. Je ne me sens pas très bien. Tout d'un coup. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Oh, ma chérie, a commencé mon père, son visage s'assombrissant d'inquiétude. Tu es toute pâle. C'est le confit? Laisse-la, a coupé maman. Sa voix était étonnamment neutre, presque détachée. Ça va lui passer. Un peu d'air frais lui fera du bien. Je me suis levée. Le son de ma chaise raclant le sol en pierre m'a semblé assourdissant, comme un coup de tonnerre. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'ai senti le regard de Delphine, l'amie de mon oncle, se poser sur moi. Un regard intense, presque agacé par cette interruption. J'ai murmuré des excuses inaudibles et j'ai presque couru hors de la salle à manger. Je me suis réfugiée dans le long couloir frais, puis dans la grande cuisine sombre. Je tremblais de tous mes membres. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes, dans le bout de mes doigts. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que maman avait vu? Je me suis appuyée contre l'évier en faïence, essayant de reprendre mon souffle. L'odeur de l'ail et du thym flottait encore. De la salle à manger, les sons de la fête reprenaient. Un éclat de rire. La voix de mon cousin Bastien, 19 ans, forte et jeune. Je me sentais ridicule. J'étais cachée comme une voleuse, paniquant pour rien.
Et si ce n'était rien? Si maman avait juste mal interprété quelque chose? C'est là que je l'ai entendu. Ce ne fut pas un cri. D'abord, ce fut un bruit sourd. Le bruit d'un corps lourd qui heurte le sol. Puis, le silence. Un silence total, absolu, qui a duré une seconde qui semblait durer une éternité. Et enfin, le chaos. Un hurlement. La voix de mon oncle Fabien, brisée par la terreur. Bastien. 5 minutes. Pas même. 5 minutes après que ce mot m'ait sauvé la vie, mon cousin, Bastien, s'était effondré à table. J'étais figé dans l'embrasure de la porte, le son du chaos de la salle à manger me parvenant par vagues. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'une nuit qui allait changer nos vies pour toujours. Si votre cœur bat aussi fort que le mien à ce moment-là, si vous sentez cette boule d'angoisse monter dans votre gorge, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vraiment. Cliquez sur le bouton, car vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire et les autres récits incroyables que nous partageons ici. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. De quelle région de France? De Lille? De Marseille? Peut-être de Belgique, de Suisse, ou du Québec? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Dites-moi aussi quelle heure il est chez vous en ce moment. Ici, quand c'est arrivé, il était 21 heures. L'heure du drame. Pour que vous puissiez comprendre ce hurlement, pour que vous puissiez saisir l'horreur de ce qui se passait de l'autre côté de ce mur, il faut que je remonte le temps. Juste 30 minutes. 30 minutes avant que ma mère ne me passe ce mot. Je m'appelle Alix. J'ai 22 ans, et à cet âge, on pense tout savoir. On pense être invincible. On pense que les drames, c'est pour les films. J'étudie l'histoire de l'art à Bordeaux, une ville que j'adore, pleine de vie et de lumière. Mais j'aime aussi rentrer à la maison. La maison, c'est chez mes parents, près de Sarlat, au cœur battant du Périgord noir. Le train depuis Bordeaux n'est pas très long, à peine 2 ou 3 heures, mais c'est un autre monde. On quitte l'agitation de la ville pour les collines boisées, les châteaux endormis et l'odeur de la pierre chaude. Ce week-end-là, j'étais rentrée pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Mes parents, Julien et Martine. Mon père, Julien, est un homme qui vit à 10 centimètres du sol. C'est un rêveur, un optimiste incurable, un professeur de lettres qui croit encore à la poésie. Il aime sa famille, ses livres, et les blagues un peu nulles. Son frère, mon oncle Fabien, c'est tout l'inverse. Fabien a les 2 pieds cimentés dans la terre du Périgord. C'est un pragmatique, un bâtisseur. Il a repris le petit élevage d'oies de mon grand-père et en a fait un domaine prospère, une marque de foie gras reconnue. Il est plus bruyant que mon père, plus corpulent, plus vivant, en apparence. Il aime sa réussite, et il aime la montrer. Et puis, il y a maman. Martine. Mon ancre. Mon phare. Elle n'est pas d'ici. Elle est alsacienne. Elle a rencontré mon père à l'université de Strasbourg. Elle l'a suivi ici par amour. Dans cette famille périgourdine très soudée, très ancrée, elle a toujours été un peu l'étrangère. La pièce rapportée. Il l'aime bien, bien sûr, mais elle reste l'alsacienne. Et peut-être à cause de cela, elle a développé un 6e sens. Elle ne parle pas beaucoup dans les dîners de famille. Elle observe. Elle écoute. Elle voit tout. Ce soir-là, nous n'étions pas chez nous. Fabien avait insisté pour organiser le dîner chez lui. Je veux vous présenter quelqu'un, avait-il annoncé au téléphone, sa voix pleine d'une excitation presque adolescente. Une amie d'enfance que j'ai retrouvée. Delphine. Vous allez l'adorer. Delphine est entrée, et elle était éblouissante. La cinquantaine triomphante. Un carré blond impeccable, des yeux bleus perçants, une robe élégante qui devait coûter plus cher que ma voiture. Elle avait un sourire éclatant, professionnel. Elle a salué tout le monde, m'a serré la main. Alix. Quelle jolie jeune femme. Fabien m'a tant parlé de vous. Vous étudiez l'art, n'est-ce pas? Comme c'est fascinant. Sa voix était douce, musicale, presque trop parfaite. Nous prenions l'apéritif sur la terrasse qui surplombait la vallée de la Dordogne.
En tant qu'étudiante en art, j'ai l'habitude d'analyser les détails. Les portraits, les regards, les faux-semblants. Et quelque chose me dérangeait chez Delphine. Elle était un portrait de la Renaissance, un sfumato parfait, où tous les contours sont estompés pour créer une illusion de douceur. Mais c'était une illusion. Quand elle riait aux blagues de mon père, ses yeux ne riaient pas. Quand elle touchait le bras de mon oncle, son geste était calculé. Elle était une actrice sur une scène. Elle avait apporté un cadeau. Oh, c'est 3 fois rien, dit-elle en sortant un bocal en verre de son panier en osier. Des rillettes de canard. Juste une vieille recette de famille. Je voulais que tu goûtes, Fabien, pour voir si c'est comme avant. Mon oncle Fabien a eu un rire un peu gêné, presque nerveux. Delphine, tu n'aurais pas dû. Avant, ça fait si longtemps. Jamais assez longtemps, a-t-elle murmuré, avant de retrouver son grand sourire éclatant. Un frisson m'a parcouru l'échine, malgré la douceur de la soirée. Jamais assez longtemps. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je ne savais pas encore que ces rillettes, cette recette de famille, était le premier acte d'une tragédie soigneusement planifiée depuis 20 ans. Nous sommes passés à table. La salle à manger de mon oncle était à son image, impressionnante. Une cheminée monumentale, une table en chêne massif qui aurait pu accueillir 20 personnes. Nous n'étions que 6, mon oncle Fabien, son fils et mon cousin, Bastien, mes parents, Delphine, et moi. Les rillettes maison de Delphine furent servies en entrée. Elles étaient présentées dans leur bocal en verre, entourées de petites tranches de pain de campagne grillées et de cornichons. « Servez-vous, je vous en prie, » dit Delphine d'une voix mielleuse. « Fabien, toi d'abord, bien sûr. C'est pour toi que je les ai faites. Tu vas me dire si j'ai toujours la main. » Mon oncle, flatté, se servit généreusement. Il étala les rillettes sur un toast, le porta à sa bouche et ferma les yeux de plaisir. C'est incroyable, Delphine. C'est exactement le goût d'avant. C'est la recette de ton père? Delphine sourit, mais son sourire était étrange. Triste, presque. De mon grand-père, en fait. Mon père n'a fait que la perfectionner. Elle se tourna vers nous. Julien, Bastien, Alix, goûtez. Je veux l'avis de tout le monde. Elle nous poussait presque à nous servir. Sa fausse modestie s'était transformée en une insistance pressante. J'en pris une petite cuillerée. Il fallait l'admettre, c'était délicieux. Riche, parfumé, parfaitement assaisonné. C'est très bon, madame, dis-je poliment. Oh, appelle-moi Delphine, ma chérie, dit-elle en riant. Pendant ce temps, Delphine se levait pour remplir les verres. Elle jouait l'hôtesse parfaite, avec une aisance qui me mettait mal à l'aise. Elle n'était pas chez elle, mais elle agissait comme si elle l'était. Un peu plus de Bergerac, Julien? Il est divin. Alix? Elle se déplaçait avec une grâce étudiée, une agilité surprenante pour une femme de son âge. J'avais posé mon téléphone portable sur le buffet en noyer, derrière ma chaise. C'est une habitude que j'ai. Quand je suis en famille, j'essaie de ne pas être rivée à mon écran, même si je le garde à portée de main. Alors que le plat principal arrivait, un magnifique confit de canard aux pommes sarladaises préparé par mon oncle, Delphine se leva à nouveau, tenant la lourde bouteille de vin rouge. Elle vint vers moi. « Alix, ma chérie, ton verre est vide. Laisse-moi te resservir. » « Oh, oui, merci, c'est gentil, dis-je, un peu surprise par tant d'attention. » Elle se pencha derrière moi. Et c'est là que l'accident se produisit. Ce ne fut pas une chute maladroite. Je l'ai vu. J'ai tout vu. Ce n'était pas un trébuchement. C'était plus un glissement contrôlé. Comme si son pied avait délibérément cherché à se prendre dans le pied de ma chaise. Elle bascula légèrement, juste assez. Le goulot de la bouteille heurta son propre verre, qui renversa le mien. Ce fut une réaction en chaîne parfaitement orchestrée. Un flot de vin rouge foncé vola en un arc parfait, non pas sur la nappe, mais directement sur le buffet, inondant mon téléphone. « Oh non !» s'écria-t-elle, la main devant la bouche. Un cri aigu, parfaitement théâtral. Le liquide rouge s'infiltrait déjà dans les pores de l'appareil. Mon téléphone. J'ai bondi de ma chaise, renversant presque ma propre chaise.
Alix. Ma chérie. Je suis tellement désolée. Quelle maladroite je fais. Delphine se précipita avec sa serviette, tapotant frénétiquement l'appareil, étalant le vin collant. Je suis confuse, vraiment, c'est impardonnable. Ce n'est rien, Delphine, vraiment, dis-je, essayant de rester poli, mais sentant la panique monter. J'ai pris le téléphone. Il était trempé. L'écran a clignoté, affichant des lignes vertes, puis s'est éteint. Un noir d'encre. Mort. Oh, zut, dit mon père. Il va falloir le mettre dans un sac de riz en rentrant. Je suis impardonnable, répétait Delphine, l'air au bord des larmes. Je te le rembourserai, bien sûr. Vraiment, ce n'est pas grave, dis-je, le cœur serré. J'étais furieuse. Pas seulement pour le téléphone, qui contenait mes notes de cours, mes photos, ma vie. Mais pour sa réaction. C'était trop. Trop de larmes, trop d'excuses. C'était faux. De l'autre côté de la table, maman observait la scène. Elle n'a pas dit un mot. Mais ses yeux ne quittaient pas Delphine. Son regard était intense, dur comme le diamant. Elle avait vu, elle aussi. Elle savait que ce n'était pas un accident. J'ai posé mon téléphone inutile sur la table de la cuisine, me sentant soudain très isolée, nue. J'ai eu un frisson, malgré la chaleur de la soirée. J'étais maintenant seule, sans moyen de communication, au milieu de ma famille et de cette femme que je ne connaissais pas. Delphine me sourit, l'air vraiment navré, en retournant s'asseoir. Au moins, dit-elle d'une petite voix, tu pourras profiter pleinement du dîner sans être dérangée par ce fichu téléphone, pas vrai? Ces mots, si innocents en apparence, allaient me hanter pendant des jours. Elle ne s'excusait pas. Elle se félicitait. Elle venait de me couper du monde. Le dîner reprit, mais pour moi, l'ambiance était ruinée. J'étais sur les nerfs. La perte de mon téléphone me rendait anxieuse, comme si on m'avait coupé un membre. Je me sentais déconnectée, vulnérable. J'ai essayé de me concentrer sur le confit de canard. Il était délicieux, la peau croustillante, la chair fondante. Mon oncle Fabien était un excellent cuisinier. Mais chaque bouchée avait un goût de cendre. Je me suis mise à observer. Vraiment observer. Et j'ai remarqué autre chose. Delphine insistait. Bastien, reprends du confit. Tu es si mince, à ton âge il faut manger. Julien, ce vin est fait pour accompagner ce plat, resserre-toi donc. Elle était le centre de l'attention, une hôtesse zélée, une mère poule pour toute la tablée. Sauf qu'elle n'était pas l'hôtesse. Et elle n'était la mère de personne ici. Et elle ne mangeait presque pas. Elle picorait. Elle déplaçait les pommes de terre sarladaises dans son assiette, elle coupait un petit morceau de peau de canard, le mâchait longuement, mais ne l'avalait presque pas. Elle buvait beaucoup d'eau. Maman non plus ne mangeait pas. Elle avait à peine touché à ses rillettes, et son confit restait presque intact. Elle regardait son assiette, puis levait les yeux vers Delphine, puis vers moi. « Martine, vous ne mangez pas ?» demanda Delphine, son sourire mielleux se fixant sur ma mère. Elle avait remarqué, elle aussi, que maman ne mangeait pas. « Je n'ai pas très faim ce soir, merci, répondit maman, sa voix égale. Un peu barbouillée. Toujours aussi difficile, Martine, lança Delphine, avec un petit rire qui se voulait léger, mais qui sonnait faux, presque comme une provocation. La tension entre les deux femmes était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. C'est à ce moment-là que maman se pencha vers moi, par-dessus la table. Son visage affichait une expression d'intérêt banal, une mère qui demande des nouvelles à sa fille. « Alors, Alix, tes cours à Bordeaux ? Les primitifs flamands, c'est toujours aussi passionnant ? Tu m'en parlais l'autre jour. » Sa voix était normale. Mais sous la table, sa main frôla la mienne. Le contact fut bref, électrique. La serviette en papier était là. Je l'ai prise, le cœur battant. J'ai attendu une seconde, que mon père se lance dans une anecdote avec mon oncle, puis j'ai déplié le papier sur mes genoux. Fais semblant d'être malade. Par maintenant. Pourquoi est-ce que je n'ai pas discuté ? Pourquoi n'ai-je pas levé les yeux au ciel en pensant que ma mère exagérait, qu'elle était paranoïaque à cause de l'incident du téléphone ? À cause d'il y a 10 ans.
J'avais 12 ans. Une nouvelle amie, Zoé, m'avait invitée à camper dans son jardin. J'étais folle de joie. C'était l'aventure. Mais maman avait dit non. Un non catégorique, sans appel. Je ne le sens pas, Alix. Cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais hurlé. J'avais pleuré. J'avais dit qu'elle était injuste, qu'elle me gâchait la vie, qu'elle ne comprenait rien, qu'elle était paranoïaque. J'avais claqué la porte de ma chambre. Et j'avais fait le mur. J'avais attendu minuit, j'avais pris mon sac de couchage et j'avais rejoint Zoé. J'étais fière de moi. La soirée avait été étrange. Le père de Zoé était là. Il buvait. Beaucoup. Il riait fort, ses yeux étaient vitreux. Il nous regardait, Zoé et moi, d'une façon qui me mettait mal à l'aise. Vers 2 heures du matin, il avait décidé de nous emmener faire un tour en voiture pour voir les étoiles. J'avais peur. J'avais dit non, je voulais dormir. Il m'avait attrapé par le bras, sa poigne était de fer. Tu montes, avait-il grogné. Zoé pleurait. Il nous a poussés dans la voiture. L'odeur d'alcool et de sueur froide était insupportable. Il a démarré en trombe, a raté le virage au bout de la rue et a fini sa course dans le fossé. Nous n'étions pas blessés, juste terrifiés. L'airbag avait sauvé le père, qui s'était affalé sur le volant, ivre-mort. Nous étions sortis de la voiture en tremblant. Quand les gendarmes m'ont ramené à la maison à 3 heures du matin, maman m'attendait sur le perron. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas dit « je te l'avais dit ». Elle m'a juste tenu dans ses bras pendant que je tremblais et que je sentais le renfermé et l'alcool sur mes vêtements. Depuis ce jour, le sentiment de ma mère était devenu loi pour moi. C'était une boussole que je ne remettais plus jamais en question. J'ai relevé les yeux de la serviette. J'ai regardé ma mère. Elle a hoché la tête. L'ordre était donné. Je savais ce que j'avais à faire. J'ai posé ma main sur mon ventre, et cette fois, la nausée était bien réelle. Mon jeu d'actrice n'avait pas besoin d'être bon. La panique que je ressentais, la nausée qui me tordait l'estomac, était réelle. J'ai poussé mon assiette de confit à moitié mangée. Oh, mon estomac! J'ai laissé échapper un petit gémissement. Je ne me sens vraiment pas bien. Je crois que j'ai mangé quelque chose qui ne passe pas. Alix. Mon père, Julien, s'est à moitié levé de sa chaise, son visage passant de la joie festive à l'inquiétude paternelle en une fraction de seconde. Qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. C'est le confit? Il était trop riche? Non, non, c'est pas ça, juste une crampe. Une grosse crampe. J'ai besoin de marcher. De prendre l'air. Et peut-être d'aller aux toilettes. J'ai fait de mon mieux pour avoir l'air pitoyable. Pauvre petite, dit mon oncle Fabien, l'air sincèrement ennuyé. C'est dommage, le dessert arrive. Une omelette norvégienne. Laisse-la, répéta maman, sa voix toujours aussi neutre. Ça arrive. Va, ma chérie. Prends ton temps. J'ai reculé de la table, marmonnant des excuses. J'ai senti leur regard sur moi, un mélange d'inquiétude, mon père, d'agacement, mon oncle, pour son dîner interrompu, et de calcul. Le regard de Delphine. Il n'était pas inquiet. Il était intense. Elle m'analysait. Je me suis dirigée vers le couloir sombre qui menait à la cuisine et aux toilettes, au fond de la grande maison. À peine avais-je fait 3 pas dans l'obscurité relative que j'ai entendu un mouvement derrière moi. Un froufroutement de soie. Alix? C'était Delphine. Elle était sortie de l'ombre de la salle à manger, rapide et silencieuse comme une araignée. Sa silhouette se découpait dans la lumière chaude de la salle à manger. Pauvre petite, dit-elle, sa voix n'étant plus que murmure compatissant. Tu es blanche comme un linge. C'est sûrement le vin, il est un peu jeune, il t'a peut-être barbouillé. Elle s'est approchée de moi. Son parfum était entêtant, un mélange de jasmin, quelque chose d'autre, de plus âcre, de presque chimique. Viens avec moi à la cuisine, dit-elle en posant sa main sur mon bras. Son contact était froid, malgré la chaleur de la soirée. Ses ongles manucurés s'agrippaient légèrement à ma peau. J'ai exactement ce qu'il te faut.
J'ai vu une infusion de verveine dans le placard de Fabien. Mais j'ai mieux. J'ai toujours sur moi une petite fiole d'herbe spéciale, un mélange de ma grand-mère. C'est radical pour les maux d'estomac. Ça va te remettre sur pied en 2 minutes. Tu pourras revenir pour le dessert. Elle me guidait fermement vers la cuisine. Mon cœur battait à tout rompre. Un mélange de sa grand-mère? Une fiole spéciale? Tout en moi hurlait non. Le mot de maman résonnait dans ma tête, par maintenant. Et cette femme essayait de me retenir, de me faire boire quelque chose. Delphine. La voix de ma mère a claqué dans le couloir. Elle n'était pas forte. Elle était basse, précise, et froide comme l'acier. Delphine s'est figée. Sa main s'est crispée sur mon bras, si fort que j'ai presque crié. Elle s'est retournée lentement. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger. Elle n'avait pas bougé de sa place. Elle était juste là, nous barrant le passage. Elle n'était pas grande, ma mère, mais à cet instant, elle remplissait tout l'espace. « Laisse-la, dit maman. » Le sourire de Delphine vacilla. Il s'effaça, puis revint, mais il était forcé, crispé. « Martine. Je voulais juste aider. La pauvre petite est malade. Elle a besoin d'air frais, répéta maman, sans élever la voix. Et d'aller aux toilettes. Seule. Elle n'a pas besoin de ta tisane. » Les 2 femmes se sont regardées. C'était un duel silencieux. La cinquantaine élégante et souriante contre la cinquantaine discrète et inflexible. La fausse sollicitude contre l'instinct de protection pure. J'ai senti la main de Delphine trembler de rage sur mon bras avant qu'elle ne me lâche brusquement, comme si je l'avais brûlée. Le sourire de Delphine revint, mais il était tordu, plein de venin. Comme tu veux, Martine. C'est dommage. Je voulais juste aider. Si vous étiez à ma place, à cet instant précis, pris entre ces 2 femmes, l'une qui vous offre une tisane miracle et l'autre qui vous ordonne de fuir, qui auriez-vous cru? Auriez-vous bu cette tisane par politesse? Que auriez-vous fait? Dites-le-moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que vous auriez fait à ma place, car ma décision à ce moment-là était terrifiante. Maman m'a fait un signe de tête vers la cuisine, qui était de l'autre côté du couloir. Va dans la cuisine, Alix. Reste là. Ne bouge pas. J'arrive. Puis, avec un calme olympien, elle a tourné les talons et est retournée s'asseoir dans la salle à manger. Elle retournait au front. Delphine l'a suivie, son masque de charme remis en place, mais je vis ses mains se serrer en poing le long de sa robe. Elle venait de rater sa 2e tentative. Je me suis précipitée dans la cuisine. C'était une grande pièce rustique, le cœur de la maison. Des poutres sombres traversaient le plafond, des casseroles en cuivre pendaient au-dessus du grand fourneau, la cornue. Le sol était en tomates froides. Le seul bruit était le ronronnement sourd du grand réfrigérateur américain, un luxe que mon oncle Fabien s'était offert. J'ai fermé la porte, coupant les sons de la salle à manger. J'étais seule. Et terrifiée. La première chose que j'ai faite a été de sortir mon téléphone de ma poche. Il était lourd, humide, mort. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton d'alimentation, sur les boutons de volume, je l'ai secoué. Rien. L'écran restait noir, maculé de vin séché. Le vin avait fait son travail. J'étais piégée. Pas de moyen d'appeler la gendarmerie. Pas de moyen d'envoyer un message à ma mère, qui était de l'autre côté de ce mur épais. J'étais isolée. J'ai commencé à faire les 100 pas sur les tomates froides. Qu'est-ce que maman avait vu? Pourquoi cette mise en scène? Mon esprit s'emballait. Delphine. Tout tournait autour de Delphine. L'accident du vin. La tisane spéciale. Cette femme était dangereuse. Maman le savait. Mais pourquoi? Et pourquoi maintenant? Les minutes s'étiraient, devenant insupportables. À travers la porte, j'entendais des bribes de conversation. Des rires. La voix forte de mon cousin Bastien, 19 ans, plein de vie, qui racontait une blague stupide sur ses examens à la fac. La voix joviale de mon père. Le rire plus grave de mon oncle. Et la culpabilité m'a frappée. Une culpabilité sournoise et lourde. Et si maman s'était trompée?
Et si elle exagérait? Si elle avait mal interprété un regard, un geste? Ma mère, l'Alsacienne un peu à part, n'était-elle pas parfois trop méfiante envers la famille de mon père, qu'elle trouvait trop expansive, trop sûre d'elle? Et moi, j'étais là. Cachée dans la cuisine comme une enfant de 12 ans, laissant mon cousin, mon père, mon oncle, seul avec cette femme. Je me sentais lâche. Ridicule. Je me suis approchée de la porte. J'allais y retourner. J'allais m'excuser, dire que c'était une fausse alerte, que j'allais mieux. J'ai posé la main sur la poignée en laiton, froide. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Delphine, plus forte que les autres, portant à travers le bois. Sa voix mielleuse. Bastien, chéri. Mais tu n'as presque rien mangé de tes rillettes. Tu es en pleine croissance. Prends encore un peu, elles sont faites pour toi. C'est la recette de ton grand-père, après tout. Un éclair. Un éclair de génie froid et terrifiant a traversé mon cerveau. Tout s'est connecté. Le vin. L'accident du vin n'était pas pour m'isoler. C'était pour m'empêcher de quoi? D'appeler? De prendre une photo? La tisane. Ce n'était pas pour m'aider. C'était un plan B. Si le mal de ventre était réel, elle avait le remède. Un remède qu'elle contrôlait. Les rillettes. Elle n'arrêtait pas de pousser Bastien à manger les rillettes. Elle n'avait pas insisté avec moi. Elle m'avait offert la tisane. Pourquoi? Mon sang s'est glacé. Mon sentiment de culpabilité s'est évaporé, remplacé par une horreur pure. Elle ne voulait pas me tuer avec les autres. Elle avait un plan spécial pour moi, différent. Pourquoi? Parce que j'étais la seule autre femme à table, à part ma mère? Non. Parce que j'étais la plus jeune, à part Bastien? Parce que j'étais celle qui était le plus sur son téléphone? L'accident? Le téléphone. Elle m'avait neutralisée. Elle m'avait isolée parce que j'étais la plus susceptible de communiquer avec l'extérieur. La plus susceptible de voir quelque chose et de réagir. Et maintenant, elle se concentrait sur Bastien. Ce n'était pas une simple intoxication alimentaire qu'elle préparait. Ce n'était pas une vengeance vague. C'était ciblé. Elle voulait Bastien. Et elle m'avait écarté, moi et mon téléphone, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de témoins gênants. Et au moment précis où j'ai compris ça, au moment où j'ai compris que mon cousin était la cible, je l'ai entendu. Ce ne fut pas un cri, pas tout de suite. Le premier son fut presque anodin. Coff. Un son étouffé, comme quelqu'un qui s'éclaircit la gorge après avoir avalé de travers. J'ai figé, la main sur la poignée de la porte de la cuisine. Le silence s'est fait dans la salle à manger. Puis un deuxième son. Plus violent. Plus rauque. Un son de gorge qui se serre, un spasme incontrôlable. Coff, KHRRR. La chaise. Un raclement long et strident sur les tomates. Quelqu'un venait de se lever brutalement, violemment. Un verre s'est brisé. Le smash cristallin d'un verre à pied heurtant le sol. Et enfin, le hurlement. Un cri primal, un cri de peur et d'incompréhension. La voix de mon oncle Fabien. Bastien. J'ai ouvert la porte d'un coup. J'ai couru dans le couloir. La scène était apocalyptique. Le temps semblait s'être arrêté, figé dans un tableau d'horreur. Mon cousin Bastien, 19 ans, n'était plus à table. Il était au sol, à genoux, se tenant la gorge des deux mains. Son visage, oh mon Dieu, son visage. Il était bleu. Une couleur cyanotique, effrayante. Ses yeux étaient exorbités, injectés de sang. Il essayait de respirer, sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, mais aucun son n'en sortait, à part un sifflement aigu, un stridor. Il griffait sa propre gorge, laissant des marques rouges sur sa peau. Mon oncle Fabien était à côté de lui, figé, hurlant son nom encore et encore, comme une prière insensée. Bastien. Bastien. Mon fils. Réponds-moi. Mon père, Julien, fut le premier à réagir. Il s'est jeté au sol, a repoussé son frère. Recule, Fabien. Il s'étouffe. Il fait une réaction. Appelle le 15.
Appelle le SAMU. Tout de suite. Il a essayé de pratiquer la manœuvre de Heimlich, le soulevant par derrière, mais c'était inutile. Bastien ne s'étouffait pas avec un morceau. Il convulsait. Son corps était secoué de spasmes. C'est là que la voix de Delphine s'est élevée, aiguë, stridente, perçant le chaos. Oh mon Dieu! C'est une allergie. Les noix. Il doit y avoir des noix dans le dessert. J'avais prévenu Fabien. Il est allergique aux noix. Elle joignait les mains, son visage déformé par une panique théâtrale. Il n'est pas allergique aux noix, a hurlé mon père, tout en essayant de dégager les voies respiratoires de Bastien, en lui ouvrant la bouche. Et maman. Au milieu de ce chaos, de ces cris, de ce drame absolu, maman s'était levée. Lentement. Elle était calme. D'un calme terrifiant. Son visage était pâle comme un linge, mais ses mains ne tremblaient pas. Son calme était plus effrayant que le chaos lui-même. Elle n'a pas regardé Bastien, qui se débattait pour sa vie au sol. Elle n'a pas regardé mon père, qui luttait pour le sauver. Elle n'a pas regardé mon oncle, qui était au téléphone, en pleurs, essayant d'épeler le nom de son domaine au service d'urgence. Elle n'a regardé que Delphine. Elle la fixait avec une intensité de prédateur. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste attendu. Elle laissait Delphine s'enferrer dans son propre mensonge sur les allergies, la laissait se débattre dans ses explications paniquées. Mon oncle a raccroché en hurlant « Ils arrivent ! Ils arrivent !» Un silence relatif est tombé, un silence rempli seulement par la respiration sifflante de Bastien et les sanglots de Delphine. Et c'est là qu'elle a parlé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? C'est étrange, Delphine. La voix de ma mère a tranché l'air. Elle n'a pas crié. Elle a parlé d'une voix claire, presque conversationnelle, mais chaque syllabe était chargée de glace, précise comme un scalpel. Le chaos s'est arrêté. Mon père a levé la tête, ses mains toujours sur le torse de Bastien. Mon oncle s'est arrêté de pleurer. Et Delphine, qui jouait la comédie de l'hyperventilation, s'est figée, la main sur sa poitrine. Tu t'inquiètes pour les noix, continua maman, en faisant un pas envers Delphine. Elle n'avait pas l'air menaçante. Elle avait l'air analytique. Mais Bastien n'est pas allergique aux noix. Quoi, dit mon oncle Fabien, d'une voix brisée. Il n'a jamais été allergique aux noix, dit maman. Je le sais. Je l'ai gardé tous les mercredis pendant 10 ans quand tu travaillais. Il est allergique aux piqûres de guêpes, Fabien, pas aux fruits à coque. Delphine ouvrit la bouche. Mais peut-être, une allergie croisée? On ne sait jamais, l'omelette norvégienne, les amandes? Non, dit maman. On sait. Ce n'est pas une allergie. Mon père, toujours penché sur Bastien qui respirait maintenant avec un sifflement rauque mais régulier, leva la tête. Martine, ce n'est pas le moment. Il faut l'aider. Au contraire, Julien, dit maman, sans jamais quitter Delphine des yeux. C'est exactement le moment. Il faut savoir ce qu'il a avalé. Elle s'est approchée de la table. C'est étrange aussi. Tu nous as supplié, toute la soirée, de manger tes rillettes. La recette de famille, goûter, reprenez-en. Tu en as mis toi-même 3 fois dans l'assiette de Bastien. Je t'ai vu. Je voulais lui faire plaisir, balbutia Delphine, en reculant d'un pas. Elle commençait à comprendre. Le piège se refermait. Mais, continua maman, et elle désigna l'assiette à dessert de Delphine. L'assiette où elle était censée avoir mangé les rillettes. Elle était impeccable. Le petit toast était là, intact. Les rillettes n'avaient pas été touchées. Ton assiette est pleine. Tu n'y as pas touché. Pas une seule bouchée. Le silence qui suivit fut absolu. On n'entendait plus que la respiration sifflante de Bastien et le début d'une sirène, très loin, dans la vallée. J'ai mangé avant de venir, s'écria Delphine, sa voix montant d'une octave, devenant stridente. Je n'avais pas faim. J'ai des maux d'estomac. C'est pour ça que je ne mangeais pas.
Des maux d'estomac? Le visage de maman était sans expression, mais sa voix était pleine d'un sarcasme glacial. C'est pour ça que tu avais l'air en si pleine forme? C'est pour ça que tu as si gracieusement renversé du vin sur le téléphone d'Alix? C'est pour ça que tu voulais lui donner ta tisane spéciale, à elle aussi, qui avait prétendument mal à l'estomac? Delphine haleta, comme si on l'avait frappée. C'est absurde. Vous êtes folle. Vous m'accusez? Était-ce parce que tu avais mal au ventre, Delphine, poursuivit maman, implacable. Ou était-ce parce que tu savais? Parce que tu savais que ta tisane spéciale, tout comme tes rillettes, était empoisonnée? C'était le moment de vérité. L'accusation venait d'être lancée, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Vous avez déjà assisté à un mensonge qui s'effondre en direct? C'est spectaculaire et terrifiant. Regardez bien ce qui s'est passé ensuite. Maman a contourné la table. Elle s'est arrêtée devant la place de Delphine. Elle a pris la petite assiette intacte. Elle a pris la fourchette qui était posée à côté. Lentement. Ses gestes étaient précis, délibérés. Elle a piqué un morceau de rillette sur la tranche de pain grillé. Le pain était encore frais. Et elle l'a tendu à Delphine. À 10 centimètres de son visage. Prouve-le, dit maman, sa voix un murmure mortel qui résonnait plus fort que tous les cris. Mange. Mange, si tu es innocente. Mange tes propres rillettes. Le visage de Delphine s'est décomposé. Toute couleur, toute vie, a quitté ses joues. Elle est devenue grise. Ses lèvres parfaitement maquillées tremblaient. Elle a regardé la fourchette. Elle ne la regardait pas comme de la nourriture. Elle la regardait comme si c'était un serpent venimeux, une arme chargée. Elle a reculé d'un pas. Puis de deux. Ses talons ont heurté le buffet en noyer. Et c'est là qu'elle a craqué. Non. Ce fut un cri rauque, un cri de bête piégée. Non. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Elle a frappé la main de ma mère, envoyant l'assiette et la fourchette voler à travers la pièce. Les rillettes s'écrasèrent contre le mur. Mon oncle Fabien, qui venait de voir son fils recommencer à respirer un peu plus normalement grâce à l'intervention de mon père, s'est tourné vers elle, ses yeux fous de douleur et de rage. « Qu'est-ce que vous avez fait? Delphine, qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? » Delphine s'est affaissée contre le mur, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de haine pure, une haine vieille de 20 ans qui venait d'exploser, ruinant son mascara coûteux. « Ce que tu m'as fait, Fabien, hurla-t-elle, et son élégance, sa grâce, son charme de femme du monde, tout avait disparu. Il ne restait qu'une femme brisée, laide de colère, le visage tordu par une rage que je n'avais jamais vue. Elle l'a pointé du doigt. Un doigt tremblant, accusateur. Il y a 20 ans. Ce domaine, elle cracha le mot comme une insulte. Il devait être à moi. À ma famille. C'était 50-50. Mon père et toi. Partenaire. Mon père, Julien, s'est figé. Il s'est relevé lentement, laissant Bastien, qui respirait difficilement mais respirait, aux soins de mon oncle. Martine? Fabien, de quoi parle-t-elle? Quel partenaire? Mon père, continua Delphine, sa voix devenant hystérique, incontrôlable. C'était le producteur. C'était lui, le cœur de cette terre. C'était lui qui connaissait les oies, le maïs, le temps. Toi, dit-elle en regardant Fabien avec un dégoût absolu, tu n'étais que le vendeur. Le beau parleur. L'homme au costume. Et mon père te faisait confiance. Aveuglément. Fabien était livide. Il ne disait rien. Il ne niait pas, Delphine, ce n'était pas si simple. Et si, hurla-t-elle. Tu as géré la paperasse. N'est-ce pas? Tu as parlé d'expansion, de prêts bancaires, de restructuration pour l'Europe. Tu as fait signer à mon père, un homme simple, un paysan qui savait à peine lire un contrat, des papiers qu'il ne comprenait pas. Tu lui as fait signer sa propre fin. Le silence dans la pièce était total, rompu seulement par les sirènes qui se rapprochaient, hurlant dans la nuit périgourdine. Tu as racheté sa dette, continua Delphine, sa voix brisée par les sanglots,
mais toujours pleine de venin. Une dette que tu avais créée toi-même. Tu l'as rachetée pour 1 euro symbolique. Tu l'as ruiné. Tu as attendu qu'il soit acculé, et tu as tout pris. Son nom. Sa fierté. Sa terre. Sa vie. Quoi, murmura mon père. Il regardait son frère, Fabien, avec une horreur que je n'avais jamais vue. Fabien, c'est vrai? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Fabien baissa les yeux. Il ne pouvait pas soutenir le regard de son propre frère. Il s'est pendu, Fabien, cria Delphine, et les larmes coulaient maintenant sur son maquillage ruiné. Il s'est pendu dans la grange. La grange même où tu entreposes fièrement ton vin le plus cher aujourd'hui. Il est mort en pensant qu'il avait tout raté, qu'il était un incapable, alors que c'est Théoï qui l'avait détruit. Toi, son meilleur ami, son partenaire. Mon oncle Fabien s'est appuyé contre la table. Il semblait avoir vieilli de 30 ans en 30 secondes. Il pleurait en silence. Je voulais que tu saches, dit Delphine, sa voix retombant dans un murmure venimeux, presque fou. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Que tu perdes ton enfant. Que tu le vois suffoquer devant toi. Que tu perdes l'héritier de tout ce que tu m'as volé. Tu m'as pris mon père. Je te prends ton fils. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée. 2 gendarmes et 3 secouristes du SAMU ont fait irruption dans la pièce, amenant avec eux le froid de la nuit et la réalité brutale. Il est là, cria mon père, leur montrant Bastien. Il respire à peine. Les médecins se sont précipités sur mon cousin, lui administrant une injection d'urgence, sortant un masque à oxygène. Les gendarmes, eux, ont regardé la scène. Maman, toujours debout, palmée droite, a simplement montré Delphine du doigt. C'est elle. C'est Delphine. Elle l'a empoisonnée. Avec les rillettes. Alors qu'il lui passait les menottes, Delphine ne luttait pas. Elle ne les regardait même pas. Elle fixait mon oncle Fabien avec une haine pure, un regard triomphant et dévasté à la fois. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. J'ai regardé cette femme, qui 30 minutes auparavant souriait si élégamment, être emmenée. La haine de 20 ans venait de détruire notre famille en une seule soirée. Et je me suis demandé, comment maman avait-elle su? Comment avait-elle tout deviné, chaque étape de ce plan diabolique? Les heures qui ont suivi furent un cauchemar réveillé. La salle à manger, lieu de fête, est devenue une scène de crime. La police scientifique est arrivée, avec ses poudres et ses mallettes. Ils ont prélevé les rillettes, les assiettes, les verres. Nous étions tous à l'hôpital de Sarlat. Bastien avait été emmené en urgence. Nous étions dans une salle d'attente stérile, sous la lumière crue des néons. Mon oncle Fabien était assis dans un coin, la tête entre les mains, pleurant en silence. Mon père, Julien, faisait les 100 pas, son visage une tempête de colère et de chagrin. Il n'arrêtait pas de regarder son frère. Comment as-tu pu, Fabien? Comment as-tu pu nous cacher ça? La finance familiale, les secrets, la trahison, tout éclatait sous la lumière blanche de l'hôpital. Les médecins sont finalement sortis. Un homme fatigué, en blouse verte. Il est stable. Le soulagement fut si intense que mes jambes ont flanché. Maman m'a rattrapé. Vous êtes arrivé à temps, dit le médecin. La substance, nos premiers tests suggèrent un puissant relaxant musculaire, de type curare, mélangé à un extrait de plante toxique. Probablement de la digitale. Un mélange conçu pour imiter une crise cardiaque ou une réaction allergique grave. Elle voulait le tuer, murmura mon oncle. Non, dit le médecin, secouant la tête. C'est ça qui est étrange. Ce n'était pas une dose létale pour un jeune homme de son poids. Mais, c'était calculé. Assez pour provoquer une détresse respiratoire aiguë, une panique totale, pour faire peur. 10 minutes de plus sans intervention, et son cœur aurait lâché à cause du manque d'oxygène. 10 minutes. Le temps que j'avais passé à culpabiliser dans la cuisine. Le temps que ma mère avait gagné en me faisant sortir. Nous sommes rentrés à la maison au petit matin. Bastien était hors de danger, mais en observation. Le soleil se levait sur la vallée de la Dordogne. C'était magnifique, les champs dorés, la brume sur la rivière. Et c'était obscène en même temps.
Notre famille était brisée. Je me suis assise avec maman dans notre cuisine. La même cuisine où je m'étais cachée. L'adrénaline était retombée, laissant place à un épuisement total, une lourdeur dans chaque membre. Maman? Ma voix était rauque. Comment? Comment tu savais? Pas seulement pour le poison, mais pour moi? Pour le téléphone, pour la tisane? Comment tu as tout su, dans l'ordre? Elle a bu une gorgée de café, ses yeux fatigués me fixant. Alix, dit-elle doucement. Je suis une étrangère dans cette famille. Je viens d'Alsace. Je n'ai jamais été l'une des leurs, pas vraiment. Je n'ai pas les mêmes codes, je ne comprends pas leurs non-dits. Alors, continua-t-elle, quand on n'appartient pas tout à fait à un endroit, on fait une chose. On observe. J'ai passé 20 ans à les observer. J'ai observé Delphine dès la seconde où elle est entrée. Elle était trop parfaite. Trop charmante. Elle souriait, mais ses yeux étaient morts. J'ai vu comment elle t'a regardé quand tu as sorti ton téléphone avant le dîner. Avec agacement. Tu étais une distraction. J'ai vu l'accident du vin. Ce n'était pas un accident. C'était un balai. Trop précis. Elle voulait te couper du monde. Pourquoi? Parce que tu étais la seule autre personne à table capable de réagir vite, d'alerter quelqu'un. J'ai vu comment elle a essayé de t'attirer avec cette tisane. C'était le plan B. Si tu avais vraiment eu mal au ventre, elle t'aurait soigné elle-même, loin de nous. Mais le plus important, dit-elle en posant sa tasse. La clé de tout. La chose qui m'a fait comprendre que ce n'était pas juste de la méchanceté, mais un danger de mort. Un bon cuisinier, Alix, goûte toujours son propre plat. Toujours. Par fierté, par habitude, pour s'assurer que c'est parfait. Delphine n'a pas mangé une seule miette de ses rillettes. C'était tout. Le reste, c'était juste de la logique. Elle m'a pris la main. Mon instinct m'a dit qu'elle était dangereuse. Mais mon cœur de mère m'a dit qu'elle te ciblait toi en premier. Parce que tu étais la plus imprévisible. Je devais te mettre en sécurité avant de pouvoir m'occuper d'elle. Le reste, c'était juste attendre qu'elle fasse une erreur. Cette nuit m'a appris quelque chose de fondamental. Le mal ne porte pas toujours un masque effrayant. Parfois, il porte le sourire le plus charmant et vous apporte les meilleures rillettes de canard. Il s'infiltre dans les secrets de famille, dans les vieilles dettes financières, dans les actes notariés oubliés, et il attend. Il attend 20 ans s'il le faut. Mais cette nuit m'a surtout appris à écouter. Écoutez cette petite voix. Écoutez l'intuition. Surtout, écoutez l'instinct de ceux qui vous aiment plus que tout au monde. J'ai survécu grâce à l'intuition d'une mère. Bastien a survécu grâce à elle. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Nous avons tous des histoires comme celle-ci, peut-être moins dramatiques, mais tout aussi importantes. Et s'il vous plaît, partagez dans les commentaires, avez-vous déjà eu un pressentiment? Une intuition inexplicable qui vous disait que quelque chose n'allait pas, qu'une personne n'était pas celle qu'elle prétendait être? L'avez-vous écouté? Ou l'avez-vous ignoré? Racontez-moi vos histoires. Je les lirai absolument toutes. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas un baiser ou un câlin. C'est un simple morceau de serviette en papier, avec 4 mots griffonnés, fait semblant d'être malade.